L'apprentissage actif, c'est quoi? Puis là, en fait, l'apprentissage actif, bien voyons donc, c'est parce que je vais confondre les sceptiques. Je vais faire mon capitaine bonhomme ici. Les sceptiques seront confondus. Dans la deuxième partie, on va regarder un petit peu l'apprentissage actif, comment faire. C'est là qu'on va se séparer en ateliers. Je vais vous parler de deux sujets particuliers, en réalité, de comment aménager une claque, c'est quoi les stratégies institutionnelles pour faire cheminer un projet. Donc, on va être assez opérationnel. J'aurais pu vous parler de résultats de la recherche, mais en fait, on a décidé de focaliser là-dessus. Samuel vous parlera un petit peu plus de comment on fait un projet de pédagogie inversée. Alors, pour commencer, voici le genre de classe dans lequel on est habitué d'œuvrer. Je pourrais même prendre la photo de ce qu'on voit et l'aménagement de la salle nous dit quelque chose sur notre conception de où est l'information et qui a l'information qui est précieuse. Je vous montre une alternative. Et maintenant, on va passer à un petit vidéo et je vous demande de porter attention. Et c'est là qu'on va voir si le son marche. C'est ça que tu veux faire? Moi, j'ai ça. Alors, pendant que vous regardez, j'aimerais que vous essayiez de penser à 3 mots-clés qui caractérisent cette situation et que vous les notiez sur une feuille de papier immédiatement, s'il vous plaît. OK. Fait que là, commence ici. Non, ça commence c'est juste si il marque seulement, c'est sûr. Qu'est-ce que la pédagogie active? Bon, et on revient. Hey, c'est vraiment l'école de technologie supérieure ici parce que ça marche très, très bien. Alors, voici la petite vidéo. D'habitude, ça marche. D'habitude, il y a toujours un problème dans les présentations. Alors, écoutez, maintenant, deuxième étape, vous mettez avec votre voisin. Francisco, tu fais connaissance avec ton voisin de gauche, ta voisine de gauche, ton voisin de droite, et vous échangez. Vous devez faire consensus sur 3 mots-clés qui caractérisent la situation que vous venez d'observer. Et je vous laisse pas beaucoup de temps, un consensus, mais quand même 1 minute pour faire consensus, là, pas très longtemps. Alors, écoutez, l'essentiel des mots-clés, on aurait pu prendre des télévoteurs, on aurait pu prendre une application qui génère un nuage de mots-clés. Par Twitter, on avait peut-être un petit peu moins de personnes connectées. Alors, en fait, ma question, c'est est-ce que ça ressemble à ce que vous avez dans vos classes, que vous avez vu comme situation? Engagement, interaction, équipe, 3 mots. Convivial, stimulant, chaotique. Oui, c'est intéressant, chaotique. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Collaboratif, décentralisé, partage de tâches, dynamique, concentration, implication. Chaotique, c'est intéressant. Hein? Dans la recherche sur les classes, les profs nous disaient c'est comme si on a 6 réacteurs nucléaires qui partent à un moment donné, puis c'est difficile de les arrêter pour voir. Donc, en fait, il y a beaucoup d'activités des étudiants, il y a beaucoup d'engagement. C'est ce qu'on voulait démontrer. Je vais revenir un petit peu à une définition un petit peu plus formelle de c'est quoi l'apprentissage actif. En fait, c'est quoi les pédagogies actives? Ça fait longtemps que les pédagogies actives sont parmi nous. Ça faisait même partie des recommandations du rapport parent. Mais c'est quoi exactement la pédagogie active? Il y a plusieurs définitions. C'est une pédagogie qui cherche à rendre l'élève actif dans sa formation puis qui transforme plusieurs aspects de la relation pédagogique. Le métier, le rôle, le dialogue, même l'évaluation. Si on voudrait caractériser, je vous dirais que dans un premier temps, c'est une formule qui est essentiellement pédocentrée, c'est-à-dire où le contrôle de l'apprentissage est surtout confié aux élèves, beaucoup plus qu'aux professeurs dans les approches magistro-centrées. Et aussi une approche qui est essentiellement socio-centrée, c'est-à-dire où le moteur de l'apprentissage est le groupe, l'interaction, comme vous avez pu l'observer, plutôt que
le grand groupe ou encore l'apprentissage individuel. Alors, oui, mais ça, c'est-tu efficace? Puis vous autres, les pédagogues, vous venez nous parler de comment on fait ça, puis ça prend toujours du temps, vos affaires, puis c'est souvent pas efficace. Vous pensez ça? J'ai sorti une belle méta-analyse pour vous. En fait, c'est une méta-analyse assez intéressante. La méta-analyse est une méthode de recherche que j'affectionne particulièrement. Je pense que méthodologiquement, c'est ce qu'il y a de plus puissant comme type de recherche. On fait la synthèse par des méthodes statistiques appropriées de centaines d'études quasi-expérimentales en normalisant les effets. Donc, la méta-analyse de Freeman, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle porte sur 225 recherches qui ont été faites dans le domaine de l'enseignement des sciences. Donc, vraiment dans quelque chose qui est proche de votre domaine. Les résultats de ça, qu'est-ce que c'est? C'est un effet de 0,46 écart type, 6 % d'augmentation pour les notes. Ça paraît peu à quelque part, mais ça correspond à 50 % de plus de chances de réussite du cours. Donc, ça paraît petit d'une certaine manière, mais d'une autre manière, c'est excessivement important parce qu'on parle de 50 % d'étudiants de plus qui étudient les cours. C'est quoi l'apprentissage actif concrètement? Je vous dirais 3 formules pédagogiques phares. L'apprentissage coopératif et ses différentes variantes, c'est-à-dire l'apprentissage collaboratif, le travail d'équipe. L'apprentissage par problème, qui est une formule très scriptée, ou la résolution de problèmes, qui est une formule beaucoup plus complexe, mais encore là, encore faut-il s'entendre sur ce qu'est un véritable problème. Un problème n'est pas un exercice. Un problème, c'est quelque chose dont la solution peut être floue, la solution peut être multiple, l'approche par projet. ATI, en 2009, a fait une synthèse d'environ 1000 méta-analyses qui ont été faites sur différents sujets. L'apprentissage coopératif est une des interventions les plus efficaces dans la littérature. Donc, un des profs dans le projet Classe d'apprentissage actif me disait, avec cette formule-là, moi, je sauve du temps, je suis capable de couvrir plus de matières, les étudiants ont plus de rétention, donc ça me force un peu à changer des choses parce que je dois réfléchir à qu'est-ce que je fais faire de nouveau. Donc, ça contrait complètement le préjugé selon lequel ça prend plus de temps. En fait, ça prend plus de temps au début, ça prend du temps à installer ça, mais ça ne prend pas nécessairement plus de temps tout le temps. Quelques ressources. De toute façon, je laisserai à Éric la présentation PowerPoint. La petite vidéo que vous avez vue et les autres que je présenterai dans mon atelier sont tirées d'un MOOC sur les innovations technopédagogiques en enseignement supérieur qui va démarrer à la mi-mai. Et il y aura un module, il va être en 2 parties, 3 semaines de mi-mai à mi-juin. Et il y aura un deuxième module où il y aura un sujet sur l'apprentissage actif à partir de la mi-août. On a le blog de la CLAC. On a un groupe d'IGO sur les pédagogies actives. On a aussi une communauté Google+, et on a des formations qui sont en préparation. En fait, on en a une qui est déjà préparée sur la scénarisation et la production de vidéos pédagogiques, qui peut être suivie dans le cadre du projet mathématique ou qui peut être suivie en dehors du projet mathématique, crédité ou non. Donc, il y a différentes ressources. Il y en a plus que ça, mais je me disais qu'une page de ressources, c'est assez. Maintenant, les ateliers. Je vous donne ces quelques minutes de gloire à Samuel. Alors, écoutez, de mon côté, nous, comme Éric l'a mentionné, on a un projet de recherche sur les conditions d'efficacité des classes d'apprentissage actif. Donc, c'est moi, l'Université de Montréal, en collaboration avec 6 collèges. Voilà des exemples d'aménagement de classes d'apprentissage actif. On est dans la 2e année du projet. C'est intéressant parce qu'au travers de ce projet-là, qui est un projet développement de partenariat au CRSH, on est arrivé 3e au Canada d'ailleurs, je suis assez fier de notre médaille de bronze, mais on est en train vraiment de développer, on a 6 types d'aménagements différents, donc on est vraiment en train de développer des connaissances sur quels sont les aménagements qui sont efficaces, puis quels sont les facteurs critiques. Donc en fait, dans ma discussion avec Éric, moi j'ai choisi de focaliser sur 2 volets en espérant que nous aurons suscité de l'intérêt pour un projet à l'ETS. Moi, je vais être focalisé relativement pratique. Donc, si on s'intéresse à faire un projet de classe d'apprentissage actif à l'ETS, bien 2 choses. Comment on fait pour regarder un plan d'aménagement? Donc, on va discuter de ça. Je vous présenterai comment on a fait. En fait, comment ils ont fait au Collège Antique au travers d'une méthodologie de développement, en fait, au travers d'une méthodologie de recherche-développement que vous connaissez en ingénierie, qui s'appelle l'analyse de la valeur et qui a été réinterprétée en éducation sous le terme analyse de la valeur pédagogique. Et on regardera aussi les stratégies institutionnelles. Donc, comment vous pouvez procéder pour que ça marche, que vous soyez professeur ou que vous soyez de l'administration. Nous, on a eu
le bonheur d'avoir intuitivement mis en place une bonne stratégie. Alors, on va discuter surtout de ces deux volets-là. Accessoirement, si jamais il y a du temps, je pourrais discuter de d'autres choses, mais en fait, on voulait orienter mon atelier vraiment pratico-pratique si on a un projet, comment on fait pour l'aider, le supporter et le faire cheminer. Alors voilà, grosso modo. Voilà, on va recommencer. Donc, on va regarder un petit peu les deux sujets. Donc, on va faire ça, écoutez, on va faire ça relativement interactif et discussion parce que les deux sujets, pour moi, ont pour but de regarder, effectivement, si on a un projet de classe d'apprentissage actif, comment on peut faire cheminer ça. Je vous dirais deux grandes questions qui se posent pour moi. Les questions d'aménagement, ça a l'air anodin, mais c'est quand même pas si anodin que ça parce que je vous dirais que nous, on a des variétés d'aménagements qui ont coûté entre 25 000 et 550 000 au travers de ces différents aménagements-là. Quels sont les aménagements, quels sont les facteurs critiques, quels sont les facteurs efficaces? Si vous voulez partir un tel projet, à quoi il faut porter attention, à quels facteurs? Alors, je vous présente dans un premier temps, brièvement, la méthodologie de développement qu'on a utilisée au Collège UNTIC pour préparer l'aménagement de la classe d'apprentissage actif. C'est une méthodologie de recherche-développement, comme je vous le disais, qui vient de l'ingénierie et qui a été adaptée à l'éducation par l'équipe de Jacques Langevin et Sylvie Roch. Nous, on l'a utilisé, moi je l'ai utilisé une première fois dans un projet de développement d'un outil d'aide à la scénarisation pédagogique d'activités avec les TIC. C'est un outil qui est en cours d'informatisation et qui va sortir autour de l'automne. Donc, l'idée, c'est d'implanter un assistant qui va assister les professeurs à concevoir des scénarios pédagogiques d'apprentissage actif avec les TIC. Mais ce que je vous présentais surtout, ça c'est le prétexte, mais c'est plus l'approche de développement qu'on a utilisée pour ça. Donc l'approche de développement dans un projet comme ça, c'est vraiment de commencer par une phase d'analyse des besoins. Analyse des besoins qui peut être faite de différentes façons. Ça peut être fait à partir d'entrevues. Donc ça implique d'identifier quels sont les usagers du produit ou du service qu'on va développer, de regarder quels sont les besoins. Donc on peut analyser les besoins par questionnaire, par entrevue. On peut faire aussi une analyse théorique qui n'est pas tout à fait ce qu'on a fait dans ce cas-ci. On s'est plutôt centré sur l'analyse des besoins. À partir de là, à partir de l'analyse des besoins, on fait ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Et ce qu'il y a de particulier dans l'analyse fonctionnelle, c'est qu'on veut dégager les fonctions essentielles que le produit ou le service doit réaliser. Mais en identifiant ces fonctions-là, on veut aussi laisser de la marge de manœuvre à l'équipe de développement qui sera chargée de trouver des solutions pour remplir de façon optimale les fonctions qui ont été identifiées. Optimale pouvant dire beaucoup de choses. Ça peut être de manière optimale en fonction des ressources disponibles aussi. Des fois, peut-être que la façon optimale, dans l'absolu, s'il n'y a pas de limite budgétaire, c'est une solution X, mais s'il y a des contraintes budgétaires X, Y, mais à ce moment-là, ça peut être autre chose. Tout ça nous amène à produire un cahier des charges qui peut prendre, par exemple, une allure comme celle-ci, où on identifie les fonctions, on les priorise, on peut même avoir différents types de fonctions. Et là, à partir de ça, c'est le résultat le cahier des charges est le résultat de l'analyse fonctionnelle. Et là, ça s'en va à l'équipe de développement ou à une autre équipe qui va être chargée de faire des choix technologiques, des choix d'aménagement qui vont répondre aux caractéristiques qui ont été mises en évidence. Alors, éventuellement, il y a d'autres phases, mais c'est surtout ces phases-là qui nous intéressent pour le moment. Et je vous présente à l'instant une petite vidéo qui explique le design de la comment ça a classe été fait. a commencé par une bonne phase d'étude des besoins. Les utilisateurs de la classe, les utilisateurs potentiels de la classe, c'est-à-dire les enseignants, les conseillers pédagogiques, ont été sollicités. On leur a posé des questions. Qu'est-ce qu'ils voulaient avoir dans ce type de local-là? Qu'est-ce qui est important pour eux d'avoir dans ce type de local-là? Et on a suivi une démarche de design qui passe par l'identification claire des besoins. Et ensuite, en lien avec ces besoins-là, quelles fonctions devrait remplir la classe? Tu pourrais me donner un ou deux exemples de fonctions? Une fonction qui est dans le cahier de charge de ce projet-là, par exemple, c'est de permettre à un étudiant de projeter l'image de son travail sur le projecteur d'une autre équipe. Et à ce moment-là, derrière la fonction, on n'a pas encore discuté du mécanisme qui est utilisé. C'est avec l'équipe de design par la suite que c'est fait.
Une autre fonction, ça serait de permettre le travail au mur. À ce moment-là, on a choisi d'avoir des tableaux blancs avec des crayons, tout simplement. On aurait pu aussi choisir des tableaux blancs interactifs ou des tableaux numériques interactifs. Donc, à partir de la liste des fonctions qui ont été priorisées, vous avez travaillé sur un plan d'aménagement plus concret, plus spécifique. Tout à fait. Le cahier de charge a été validé par plusieurs intervenants, là, surtout des enseignants. Et puis ensuite, on a pu aller un peu plus loin dans le design en rencontrant les architectes, en rencontrant des techniciens du service informatique, en rencontrant aussi les gens impliqués dans l'aspect pédagogique du projet. Et ensemble, on a commencé à identifier de quelle façon on allait répondre à ces fonctions-là, quelles pièces d'équipement on allait sélectionner, quelle stratégie, quelle approche on allait favoriser. Parle-moi un petit peu des fonctions essentielles qu'on retrouve autour des îlots de travail des étudiants. Donc, la première fonction, elle est visuelle. Elle correspond à l'idée de coder chaque îlot de sorte qu'on puisse les distinguer les uns les autres très facilement. Ça aide à la gestion de classe. Une autre fonction, c'est celle du partage d'écran. Pour commencer, on souhaitait que chaque étudiant soit en mesure de projeter sur l'écran d'équipe son travail et également permettre à l'enseignant de prendre n'importe quelle image, n'importe quel travail qui est dans la classe et de le projeter sur les autres écrans de la classe. Et c'est pour ça qu'on a différents outils de partage d'écran, des pastilles de branchement au milieu de chaque table pour permettre cette fonction-là. Enfin, une fonction importante, c'est celle du travail au mur. Pour ça, on a choisi des tableaux. On avait également la possibilité d'avoir des projecteurs pour chaque équipe. Et donc, on a voulu que la surface de travail, en fait, la surface sur laquelle l'image est projetée, soit aussi une surface de travail sur laquelle on peut écrire. Alors, je vous arrête ici parce que on pourrait regarder plus loin la vidéo. En fait, c'est une autre vidéo qui est tirée de ce qui est produit dans le cadre du MOOC qui va être mise en ligne bientôt. Mais ça, sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est que cette fonction-là dont il est en train de parler, la capacité de travailler au mur, de pouvoir projeter au mur et de pouvoir écrire sur la projection, c'est vraiment dans la dynamique de la classe ou dans la dynamique des classes quelque chose qui est excessivement important. Donc, il y a des impacts sur l'aménagement. Ça veut dire que dans le plan d'aménagement, ce n'est pas nécessairement une bonne chose de coller les tables sur le mur parce qu'on veut que les étudiants, on va retrouver souvent une dynamique comme celle qu'on voit, c'est-à-dire on va avoir un ou deux membres de l'équipe qui va aller écrire au tableau, qui va être en interaction avec les autres membres de l'équipe qui vont travailler en même temps. Il va en avoir un sur l'ordinateur qui va projeter. Donc, tout le monde ne sera pas nécessairement au tableau en même temps, mais habituellement, il va y avoir une ou deux personnes au tableau qui vont être en train d'écrire, un autre qui va être... Et les rôles changent aussi, parce que c'est un privilège que d'écrire au tableau. Ça a l'air... Quand on faisait la visite dans la classe de Samuel, il y en a qui faisaient des petits dessins. On était proche de la période des fêtes, mais en même temps, écrire au tableau, il y a quelque chose qui est ludique là-dedans. Les étudiants aiment ça. Ils y vont, ils sont actifs. Donc, c'est peut-être une des fonctions les plus importantes. On pourrait en regarder d'autres, mais à l'ETS, première question, est-ce que vous avez en tête un ou deux locaux qui pourraient être appropriés pour un tel aménagement? C'est intéressant parce que l'espace qu'ils ont développé à UNSIC est un espace qui était dans la bibliothèque. Je pourrais vous en montrer, je vais vous en montrer une petite vidéo tantôt à quoi il ressemble cet espace-là, mais il est effectivement situé en plein cœur de la bibliothèque. C'est un espace qui a quelle grandeur? En fait, c'est pour les fins de l'exercice. L'espace qui a quelle grandeur approximativement? Il peut accueillir à peu près combien d'élèves, d'étudiants? Bien, si je peux me répondre à la question. Oui, j'ai conçu, entre autres, cet espace-là à la bibliothèque. Alors, c'est un espace qui compte environ, qui peut inclure une trentaine d'étudiants, dont l'objectif est peut-être un peu moins de faire, en fait, une classe d'apprentissage active ou une classe inversée. Le 3C, c'était pour échange de connaissances, collaboration et créativité. Donc, comme vous disiez, des murs inscriptibles partout, on peut projeter sur les murs, tout le mobilier peut se bouger, des prises électriques partout, mais on avait fait le choix d'être low-tech, donc pas de technologie à l'intérieur de la salle. Les étudiants emportent le leur ou en empruntent à la bibliothèque. OK. Donc, voilà une première possibilité qui peut être intéressante, Éric. Oui, bien, je vais raconter la joke derrière le rire de Pierre. Non, mais actuellement, on a des nouveaux locaux qui sont en développement et on va profiter de l'occasion, ce que j'ai compris, là, parce que
connexions ne sont pas toutes faites encore, mais pour faire ce qu'on appellerait des classes multifonctions, c'est-à-dire des classes qui peuvent servir de classe traditionnelle, mais dans lesquelles aussi on peut faire des aménagements d'îlots de travail en équipe. Et moi, ce que j'en comprends, je vous dirais qu'il n'y a pas d'analyse de fonctionnalité, là. On part du minimum en espérant grimper ensuite de ça vers des choses. Donc, ça va être du mobilier mobile, donc aménageable, et fort possiblement pour le début, des murs blancs sur lesquels on peut écrire, un peu comme la salle 3C, là, avec des crayons, donc des tableaux blancs, littéralement, mais pas électronique, rien. Là. Donc, ça part de là. Et ça répond à des besoins qui ont été exprimés par des enseignants pour lesquels l'arrangement traditionnel des classes n'était pas du tout satisfaisant. Là. Et ce que je crois comprendre, c'est que pour ces enseignants-là, déjà cette première étape-là, pour eux, c'est déjà un gros plus. Mais ça va pas... Je vais laisser Pierre. Tiens, Pierre, je te laisse le micro. On a 2 autres endroits que j'aimerais mentionner, puis je tiens à préciser que je ne suis pas impliqué dans l'organisation des locaux, mais que quand même, ça vaut la peine de le mettre sur la discussion. Donc, on a une salle qui n'est pas vraiment utilisée pour l'enseignement, qui est dans un édifice connexe, qu'on appelle la salle Ingo quelque chose, qui sert un peu à ça, multifonctionnel, travail d'équipe. Parfois, on tient des événements du corps professoral, des événements externes là. Il y a un aménagement pour la nourriture, il y a de la place pour tout ça. Faire des tables de discussion. Donc ça, c'est un endroit qui peut quand même contenir un bon nombre de personnes. Et je ne suis vraiment pas au courant du développement, mais on a un édifice aussi, qui est le planétarium à côté, les travaux ont commencé sous peu, qui se veut un centre, le terme que j'ai appris, qui se veut un centre d'idéation. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, c'est certain que c'est un peu dans cet esprit-là. Mais je ne sais pas si ça va être utilisé comme salle de classe ou pour des locaux, des utilisations externes. Donc, on a, grosso modo, 4 possibilités sur la table, là, parmi lesquelles les choix ne sont pas faits. De toute façon, moi, ma perspective, c'est d'essayer d'amener des éléments qui vont pouvoir vous alimenter dans votre réflexion. Et en fait, même si ça a l'air d'un processus extrêmement... En fait, l'analyse fonctionnelle, nous, on en a utilisé une version accélérée. En fait, je trouve les lieux intéressants, et même le lieu qui n'a pas tout à fait été nécessairement conçu pour ça. On peut regarder comment on peut transformer des lieux existants à peu de frais. Une petite remarque pour Éric, je dirais que dans un de nos projets, l'idée de classe multifonctionnelle, je la trouve intéressante dans la mesure où le fardeau de l'aménagement tombe sur ceux qui font différemment que les formules coopératives. Parce que ce qu'on a beaucoup dans nos universités, c'est des amphithéâtres comme celui-ci. Et ceux qui veulent faire des pédagogies actives, des pédagogies collaboratives, c'est eux qui ont le fardeau. En fait, au Cégep de Trois-Rivières, qui est un de nos partenaires, ils ont fonctionné pendant 8 mois avec un concept comme ça, mais il reste que quand tu enseignes, en fait, quand tu veux travailler en petits groupes avec les technologies, mais là, même si tu as le mobilier mobile, si tu as le poids tu perds toujours un peu de temps, de bruit, de gestion de classe. Donc, et pour eux, le fait, à partir du moment où ils sont tombés, en fait, ils n'ont pas changé la classe vraiment, mais ce qui a changé, c'est qu'ils sont partis d'un aménagement qui, par défaut, était une classe traditionnelle, à un aménagement qui, par défaut, est comme une classe d'apprentissage actif et qui peut être un peu réaménagé pour devenir faire des présentations en grand groupe. Et pour eux, ça changeait beaucoup, c'est-à-dire de ne pas avoir ce fardeau-là ou cette charge-là, d'avoir à faire ça à chaque établissement. Maintenant, ce que je vous suggère, peut-être, parce qu'il y a plusieurs idées, on pourriez vous mettre en petite équipe, peut-être en 4 équipes, ou en fait, ce que je pensais faire à cette étape-ci, c'est de regarder, en fait, là, j'ai mis au tableau une des fonctions qui est vraiment les plus importantes, c'est-à-dire qui est ressortie, projetée au mur de manière à pouvoir l'annoter manuellement et capturer les annotations. Donc, je voudrais que vous travailliez en équipe de 4 ou 5 personnes, que vous travailliez en fonction d'une des 4 classes qui ont été nommées ou d'une des 4 possibilités d'aménagement et que vous essayiez de réfléchir à au moins 2 solutions pour réaliser ça. Je vous dirais peut-être une solution qui est la solution de vos rêves si money is no object, puis une solution qui serait économiquement plus réaliste. Donc, juste pour dire que vous en travaillez 2, alors je vous propose de faire ça à l'instant pendant une dizaine de minutes.
On vous écoute. Oui, pour une solution envisageable. Absolument. Donc, on utilise le travail de Vicky pour sa salle 3C et on permet aux étudiants d'emmener leurs projecteurs parce qu'on peut louer ces projecteurs à l'école. Donc, chaque équipe a son projecteur. Ils le projettent sur les murs blancs sur lesquels on peut écrire physiquement. Donc, il n'y a pas d'électronique là-dedans, sauf le projecteur projette le travail de l'étudiant. Ce qui fait que le professeur peut voir ce qu'il se passe dans chaque équipe très rapidement. Donc, ça permet de faire un accompagnement de ces étudiants facilement. Et une fois que le travail est fini, n'importe quel étudiant maintenant a du matériel photographique dans son téléphone cellulaire, dans son iPad ou autre, et fait la photo de la projection et des commentaires des étudiants. Ce qui est une chose qui peut être envoyée dans Google Doc, par exemple, ce qui fait que tous les étudiants, même ceux qui sont à l'extérieur de l'ETS, qui travaillent en équipe avec eux, qui sont reliés par vidéoconférence ou autre, peuvent aussi faire partie du travail d'équipe. Ça, c'est notre solution. Donc les tables, oui, les tables, pour ne pas avoir du mobilier trop coûteux, on peut même avoir des chaises qui ont une table pliante et qui constituent une table entière une fois qu'ils sont bien orientés les uns envers les autres. Ça fait finalement un mobilier qui est une table mobile. Il faudrait que je vous montre le dessin, là. C'est quand même intéressant. Sûrement là, vous avez ça dans vos photos. Non, je ne l'ai pas, justement. C'est une situation. En fait, c'est une solution particulièrement originale qui n'a pas été exploitée dans les 6 aménagements qu'on a vus. Alors, merci beaucoup. Si on aurait l'argent et toutes les ressources, ça c'est vraiment idéal et optimal. Mais ça c'est vraiment avec toutes les ressources. Bien. Julio? Julio. C'est sûr qu'on se pense dans Minority Report, hein, vous avez vu le film. La technologie nous permet de faire des choses pas tellement différentes. Alors, on pourrait tout à fait imaginer une surface de projection qui est en verre trempé, sur lequel on projette avec un projecteur grand angle qui est soit par-dessus, soit par en dessous. On pourrait avoir cette surface-là qui pivote pour que la surface de projection soit une surface latérale et on peut assez facilement, il y a quand même des coûts liés au projecteur grand angle de qualité, mais ce n'est pas si dispendieux que ça. On peut en avoir pour à peu près 1500 $, des projecteurs de très bonne qualité. La table en verre trempée, ça, c'est la partie la plus dispendieuse de cette idée-là. Mais technologiquement, on n'est pas très loin de pouvoir faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on peut imaginer aussi qu'il y aurait des tables d'équipe qui sont plutôt horizontales ou qui sont avec un petit angle sur lequel il y a une surface. Dans la discussion que j'avais avec l'équipe, en fait, pour nous, dans le projet, ce qui ressort comme extrêmement important, c'est d'avoir une surface une surface d'extériorisation pour l'équipe où les membres de l'équipe peuvent suivre le travail qui est le résultat du travail collectif. Donc, c'est important pour les étudiants, mais c'est important pour le professeur aussi, parce que le professeur, sans passer par les outils de contrôle technologique, est capable, en se promenant dans un clin d'œil, de voir qui est engagé, qui a d'autres choses, ceux qui sont engagés, s'ils sont dans une impasse ou dans une situation qui demande une intervention, mais on ne serait pas si loin de pouvoir faire quelque chose comme ça, effectivement. Alors, nous, on n'a pas de photos, mais on a plein d'imagination. Alors, nous, on voudrait, donc, pour une pédagogie vraiment active, on a... un peu à l'image de ce qu'il fait à Dawson, d'ailleurs, c'est remarquable. Une salle d'abord qui soit complètement ronde. Tous les murs sont ronds. Et on a dit que l'argent n'était pas un problème. Alors, tout le mur au complet est un tableau blanc électronique interactif, un peu comme IMAX, mais au complet, avec des tables ovales ou rondes de 6 personnes pour permettre l'interactivité. Le professeur garde quand même le contrôle de tout l'ensemble. Ma petite expérience ou l'expérience de mes collègues prouvant que lorsque ça marche bien, ça marche vraiment très bien. Là, on ne peut plus les arrêter, donc un minimum de contrôle. Et nous, on introduit... Et ça veut dire quoi au niveau de l'aménagement quand vous dites, bon, le prof qui contrôle quand même, qu'est-ce que vous prévoyez pour renforcer cette fonction-là?
Simplement une console de commande sur les projections ou les interactions sur les tableaux. C'est bon. Alors, à un moment donné, on met une pause, puis là, on fait le point, on recommence. Oui, bref. ça va. Et on introduit dans cette salle, nous, une machine à café ou une machine à boire. Café bien tassé pour alimenter la créativité. Voilà, et le plus possible, beaucoup de lumière, mais latérale et pas plafond. Pour question d'interactivité, je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose. Guy? Ah, il me dit que j'ai tout dit. Mes collègues aussi? Et je dois vous dire que les collègues, peut-être que vous l'avez vu, mais nous ont montré des salles réalisées au Dawson. Je suis à terre. C'est magnifique. C'est exactement mon rêve. Me dit, that's your dream. Donc, vous vous êtes laissé aller à l'option A, la salle de vos rêves, mais c'est vrai que c'est assez évocateur et ça donne envie d'y être. Peut-être d'autres dans la classe peuvent commenter. Je ne dis pas la semaine prochaine, mais je ne suis pas convaincu qu'à moyen terme, la projection va être nécessaire, dans le sens que les gens vont pouvoir projeter sur leurs appareils individuels et peut-être écrire au tableau, ou écrire au mur avec une solution d'un mur plastifié. Mais on l'a vu un matin, on était en WebEx avec des gens à l'externe. Je me pose la question si c'est vraiment une solution qui va disparaître à moyen terme. C'est quand même assez différent poser la question si on a des participants de l'externe ou si on est dans une classe. On a des éléments. Alors, ma réponse à ça, c'est que oui, par les outils de visioconférence comme WebEx, comme VIA, comme Adobe Connect, on a la possibilité d'avoir un espace partagé, des tableaux blancs. Cette possibilité-là existe et elle est particulièrement intéressante pour moi si on a des participants qui sont éloignés géographiquement et peut-être aussi particulièrement intéressante si on a une mixité présence-distance. Donc, je dirais que la situation de mixité présence-distance, elle n'est pas facile en soi à gérer parce qu'elle a ses propres contraintes. La distance a ses contraintes, la présence a ses contraintes. Dans une situation de présence, là, peut-être, je vais vous donner la même réponse pour que tout le monde l'entende, même si vous n'avez pas été convaincu, mais il y a quelque chose pour nous qui semble se passer dans la dynamique sociale, c'est-à-dire que les étudiants, plutôt qu'être à travailler individuellement chacun sur leur périphérique, il y en a un ou deux. En fait, en réalité, comment ça se passe dans les classes d'apprentissage actif? Ils ne sont pas 6 sur leur ordinateur, même s'ils en ont tous maintenant. En réalité, il y a 1 ou 2 appareils qui sont ouverts. Il y a un appareil qui est officiel. Et, ça se passe plus dans la discussion. Il y a aussi des moments de travail individuels où là, effectivement, chacun est sur son appareil. Il y a des moments de travail d'équipe où la production de l'équipe est comme rendue publique, à la fois pour les membres d'équipe. Écoutez, c'est une question de point de vue. Nous, ça semble, du point de vue de ce qu'on a mené dans les 6 contextes, quelque chose qui semble important dans les contextes présents. Mais je suis assez d'accord avec vous que dans la mesure où on introduit un concept de distance ou de mixité présence-distance, il y a d'autres alternatives et ce n'est peut-être pas la meilleure alternative. Je pense que mon point de vue, c'est que de plus en plus, on va faire de la distance. Donc, de plus en plus, les outils vont s'améliorer et les gens vont être habitués à en faire. Je ne parle pas la semaine prochaine, peut-être dans 3 ans, quelque chose comme ça. Et les outils pour la distance et pour la présence vont finir par se ressembler. Et je peux me tromper complètement. Là. Possiblement. Moi, je ne suis pas d'accord avec Pierre. Parce que quand on travaille en groupe, surtout, on a quand même des cours de 3 heures, là. Rester 3 heures assis sagement, là, c'est bien, bien, bien difficile. Donc, juste avoir l'opportunité de te lever. Et puis, quand on travaille avec nos écrans, tu dis « Hey, là, tu pointes ton écran, personne ne voit. » Tu n'as pas le réflexe de prendre ta souris, de dire « Regarde, là. » Même si on partage tout ça, là, je pense que de projeter au mur puis d'interagir en grand, ça a une valeur. Rapidement, en fait, je récupère un peu ce qui vient d'être dit aussi. Ça paraît intéressant d'avoir une pièce qui est, où le mobilier peut être déplacé et transformé aussi. Ça permet donc des types d'interactions qui sont différentes. Ça permet, par exemple, d'utiliser la formule des Pechakucha, d'utiliser différentes formules dans un espace si le mobilier peut être déplacé. On peut l'adapter, puis ne pas avoir à se contraindre à une formule non plus où uniquement les étudiants vont au tableau écrire. On peut
transformer tout ça, changer la taille des groupes. C'est ça, en fait, donc ça paraissait être un élément important aussi. Merci beaucoup. Je vous présente, grosso modo, en fait, nous, on a eu l'opportunité tout récemment, il y a un local, je vous dirais que ça fait 1 an et demi que je ziote à l'université quelles sont les possibilités pour qu'on fasse des aménagements de classe d'apprentissage actif. Et on a assez rapidement, à partir de l'expérience, commencé à élaborer. Donc, on a un petit local qui est un ancien laboratoire désaffecté. Donc, nous, on a retenu quelques fonctions, effectivement, positionnées. En fait, on a un problème parce que c'est un local où il y a un mur qui est vitré, mais c'est des fenêtres qui s'ouvrent et qui doivent s'ouvrir. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on dit le poste de travail du professeur plutôt au centre. Donc, notre solution, ça a été de penser sans être au centre de la classe. Donc, ces espaces-là ne peuvent pas être utilisés pour les îlots. La disposition, les périphériques. En fait, je vais vous présenter un petit peu les solutions auxquelles on est arrivé. Donc, plan de travail du prof au centre, près des fenêtres, table ovale, table ronde. Là, nous, nos idées de solutions, c'était des projecteurs standards avec des barres Mimeo avec une assez bonne résolution. Donc oui, projecteur interactif aurait été la solution dispendieuse. On a une solution beaucoup moins dispendieuse qui est de dire on prend un projecteur normal, on prend une barre Mimeo qui permet une certaine interactivité. On a le concept de ID wall ou de mur peint à la grandeur qui est un petit peu celui qui existe, pas tout à fait, mais qui ressemble un peu au concept de la bibliothèque. Pour les branchements, on fait ça avec AirPlay ou Chromecast, ça serait plutôt qu'avec fil. Il y aurait eu une solution pour cet élément-là que j'ai en tête, effectivement, pour un autre local où il y a déjà un aménagement en îlot, qui est de pouvoir acheter des valises de mini-projecteurs, pas tout à fait des pico-projecteurs, mais acheter un ensemble de 6 ou 7 mini-projecteurs. Donc, les étudiants apportent leur propre périphérique. On a des mini-projecteurs. On achète des tableaux blancs standards. Les étudiants capturent les images, effectivement, avec leur caméra. Donc, on a une solution encore moins dispendieuse. Donc, oui? Bruno, oui. Les gens demandent, c'est quoi une barre Mimeo? C'est un outil qui permet de rendre un projecteur standard, d'en faire un projecteur interactif, disons ça comme ça. C'est quelque chose qui permet de lire, en fin de compte, ton mouvement pour Exactement, voir si c'est écrit sur oui, une ça surface. permet de définir une zone et donc ça peut être compatible avec plusieurs types de projecteurs. Donc, ça fait en sorte que notre projecteur standard devient interactif. Ça nous permet de capturer aussi les annotations directement. Il y a le logiciel pour ça. On doit écrire avec des crayons spéciaux. Donc, c'est un compromis qui est beaucoup moins coûteux que le véritable TBI, qui est peut-être comparable en coût avec le projecteur interactif. En fait, il y a différentes solutions disponibles. Il y a la solution standard dont M. Olivan parlait, de dire un projecteur pas interactif sur lequel des gens annotent puis prennent leurs appareils mobiles pour prendre en photo. Ouais. Ça marche, ça remplit la fonction. C'est pas mauvais. C'est M. Béchard de HEC qui m'a gentiment envoyé sa présentation. Je lui avais dit donc je l'utilise avec son autorisation. Je ne suis pas sûr que je voudrais qu'on filme cette partie-là. C'est quand même sa propriété. Mais ce que je voulais surtout dans sa présentation vous présenter, c'est que dans le projet des classes d'apprentissage actif, notre projet, on a réussi à faire un projet dans 6 collèges. Mais Dawson avait déjà leur propre collège, mais on a réussi à amener un projet associé à une recherche dans 5 collèges, à amener des aménagements dans 5 collèges, à avoir une recherche subventionnée. Et on a fait les choses d'une manière un petit peu intuitive. On a été chanceux. Je dirais qu'on a été chanceux. Puis après, quand j'ai vu la présentation de M. Béchard, bien là, je me suis dit que finalement, on rejoignait certains des principes qui étaient peut-être des principes en gestion organisationnelle qui étaient intéressants. Moi, je dirais que dans notre approche, comment on a essayé de le travailler? On a essayé de le travailler bottom-up, c'est-à-dire des profs aux administrations, puis le travailler top-down. Alors, comment ça s'est passé? C'est que dans le projet, on a commencé à parler de ce projet-là à l'AQPC, puis l'idée de monter un projet de recherche autour de ça était au cœur. Donc, j'avais des collègues, j'avais Samuel Fournier-Saint-Laurent, qui était mon étudiant au doctorat. J'avais Louis Normand, qui travaillait au Collège de Rosemont, eux, ils avaient déjà leur classe d'apprentissage actif. Je connaissais Louis, puis on se disait que ce serait le fun d'essayer de monter un projet. Donc, on a commencé par rassembler des gens qui étaient surtout des profs ou des conseillers pédagogiques qui étaient impliqués dans des projets semblables ou qui avaient le goût de s'impliquer. Je vous dirais que les profs ou les conseillers pédagogiques ont essayé de mobiliser d'autres profs autour d'eux autres,
Et pendant ce temps-là, moi, j'ai plutôt travaillé par en haut avec les administrations. Donc, direction des études, direction générale. Donc, eux autres travaillaient de bas en haut, puis moi, je travaillais de haut en bas. Alors, pour les directions générales, direction des études, être associé à l'Université de Montréal dans un projet de recherche, c'était quand même une chose intéressante dans la recherche. Dans les directions des études, il y avait des préoccupations aussi pédagogiques assez importantes, c'est-à-dire de favoriser l'innovation pédagogique, favoriser la réussite. Ça rejoignait des éléments de leur plan stratégique. Et je dirais, un élément, par exemple, au collège, un truc qui a été particulièrement intéressant, c'est qu'ils ont embarqué dans le projet responsable des ressources technologiques, donc responsable de l'informatique et des ressources technologiques. Et lui, je me rappelle d'une visite, je ne sais pas si tu étais là, Elisabeth, mais ils avaient organisé à un moment donné une visite dans une classe d'apprentissage actif à McGill. On est allé visiter à McGill et ils nous ont fait une présentation sous forme d'activité d'apprentissage actif. Et le directeur des études était là, j'étais là, plusieurs profs étaient là. Et là, à partir de ce moment-là, mais je dirais que ça a été beaucoup l'adhésion des cadres qui participaient. Donc, mais l'adhésion de tout le monde, en fait. À la fois, ça prend des profs, mais ça prend des cadres, ça prend des conseillers pédagogiques. Alors, dans votre ensemble, je ne connais pas trop votre structure en termes de soutien technopédagogique à l'ETS. C'est peut-être Éric que je devrais regarder. Oui. Ah, OK. Vous avez... Donc, oui. Ça prend un petit peu de tout ça, puis de le travailler à la fois de bas en haut et de haut en bas. Je trouvais intéressant des diapos de M. Béchard, donc effectivement d'avoir un noyau d'enseignants, mais de convaincre aussi un petit groupe d'administrateurs, d'influencer, de développer sa crédibilité institutionnelle. Puis de l'autre côté, leadership du collège, bien, essayer de regarder, ou leadership de l'institution, c'est une présentation qui a été faite à l'OQPC, bien, de le favoriser par en haut. Donc vous avez, en termes de composition, déjà... Peut-être que dans ma lecture à moi, il vous manquerait peut-être d'avoir 2 ou 3 autres enseignants pour avoir le buy-in. Voilà, grosso modo. Mais en même temps que je dis ça, dans tous les contextes où on a travaillé, dans les 5 collèges où on a développé le projet, le problème qu'on a, ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème. En fait, très rapidement, la demande excède l'offre et de beaucoup. Alors ça, c'est vrai, partout ces locaux-là sont parmi les plus utilisés, sont parmi les locaux les plus en demande. Il n'y a pas un endroit où c'est pas plein barre en barre. Et la préoccupation des directions à ce moment-là, c'est plutôt comment on s'assure que ceux qui l'utilisent ou qui le réservent l'utilisent à bon escient parce que ça représente quand même un investissement. Je dirais que les versions les plus low-tech de nos classes d'apprentissage actif ont quand même coûté autour de 20 000 – 25 000. Je ne suis pas sûr qu'on est capable d'arriver beaucoup en bas de ça. Alors, on a vraiment toute une échelle entre 20 000 – 25 000 et 500 000. Puis oui, on peut faire quelque chose de très, très intéressant avec un budget qui ressemble à ça. Mais voilà, pour les administrations, c'est important. Oui, Éric? Oui, bon, j'ai une question. Nerguiz Enver du département de génie électrique. Est-ce que vous avez impliqué des étudiants dans ce projet-là? Parce qu'on parle en tant qu'enseignant. Et puis, il y a un aspect étudiant qu'on ne le regarde pas, hein, parce que l'étudiant doit être à l'aise aussi dans la salle. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous avez impliqué un designer, par exemple, parce que bon, il y a quand même un point au niveau de design aussi qui doit être apprécié dans ce cas-là. Ce n'est pas juste l'enseignant qui doit être à l'aise de l'ensemble, hein. L'étudiant, un design, une sorte d'architecture. Alors, la réponse à cette question est variable selon les établissements qui ont fait le projet. Dans certains cas, à Rosemont, par exemple, les classes d'apprentissage actif étaient déjà aménagées. À ANSIC, c'était en cours. À ANSIC, effectivement, ils ont fait, à partir du moment où les fonctions étaient identifiées, c'est une équipe avec l'équipe des ressources matérielles et des architectes qui ont travaillé avec ça. En fait, non. Pour les étudiants, la réponse est non. C'est grave, hein? Attendez, je ne sais pas. Si je le ferais, est-ce que j'impliquerais des étudiants? Je vous dirais, ça dépend peut-être où. En contexte collégial, je ne suis pas certain que j'impliquerais des étudiants. Dans une faculté de génie, je pense que vous auriez une belle opportunité d'impliquer des étudiants parce que c'est aussi en même temps leur domaine à quelque part. Les étudiants... ce sont des utilisateurs primaires, en toute logique, et ça aurait pu être très intéressant de faire le choix d'impliquer des étudiants, mais il n'y a pas un des endroits. Il faut comprendre que nous, nos développements,
c'était 6 développements locaux pilotés et gérés par chacun des établissements. Ce n'était pas piloté et géré de manière centrale. Donc, qui est arrivé? Et on est en train de mettre en évidence, en fait, dans l'ensemble des procédures, je vous ai présenté l'approche qui a été utilisée à UNSIC parce que c'est quand même une procédure formelle qui est intéressante sur le plan de dire comment on peut développer une approche qui permet différentes solutions. Impliquer des designers, certainement que je le ferais. Si j'avais à le faire moi-même, impliquer des designers et étudiants, la réponse est oui, je le ferais. Tout à fait. J'avais... oui. On parlait de bottom-up puis de top-down. Le problème qui se dessine à l'ETS, c'est que le top-down il descend, puis le bottom-up monte, puis c'est pas sûr qu'ils vont... Là, actuellement, l'arrimage n'est pas faite. Mais ça, on va travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui m'embête avec la notion d'analyse fonctionnelle. C'est comme je disais, c'est comme demander à un enfant de 3 ans ce qu'il veut manger pour souper. T'sais, il va te regarder, ben, je sais pas. Ou qu'est-ce que tu veux mettre? Autrement dit, c'est que l'analyse fonctionnelle demande que les gens aient déjà une idée de ce qu'ils vont faire dans un espace qu'ils n'ont pas et dans lequel ils n'ont pas d'expérience. Donc, il y a un peu ce problème-là d'œuf et de poule, ou je ne sais pas comment l'exprimer. Comment on passe par-dessus ça? Parce que moi, j'ai des idées sur ce que j'aimerais faire dans une classe comme ça, mais est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que c'est une façon efficace de l'utiliser? Je ne sais pas. Une des étapes, je dirais assez rapidement, je vous ai présenté quelques-uns des résultats, mais on commence à avoir beaucoup de classes. Quand on a commencé ce projet-là, il y avait 8 classes d'apprentissage actif dans les collèges au Québec. Dernière recension qu'on a faite, je pense qu'on était rendu à 27. Je ne sais pas exactement on est à combien dans les collèges et les universités. Mais une des premières étapes, une des manières de faire l'analyse fonctionnelle, oui, c'est d'analyser les besoins des utilisateurs, mais c'est aussi d'analyser les produits correspondants. Ou dans ce cas-là, par exemple, si on pense à une solution logicielle pour faire quelque chose, analyser les logiciels. Effectivement, nous, dans notre outil d'aide à la scénarisation pédagogique, c'est quelque chose qu'on a fait. On a regardé l'outil Point Planif, on a regardé la première version de l'outil Opéra. Donc, on a regardé les produits qu'ils présentaient. Donc, on a quand même, près de nous, à Montréal, beaucoup de situations où il y a des classes d'apprentissage actif qui ont été aménagées, beaucoup de profs. Nous, on commence à avoir quelques résultats de recherche. Alors, même si vous n'avez pas, on peut un petit peu se baser là-dessus pour l'analyse, pour essayer de regarder quelles sont les diverses possibilités. Monsieur en arrière ouvrait des possibilités différentes par rapport aux aménagements qui pourraient permettre différentes formules. Il reste que, dans l'essence, la classe d'apprentissage actif, ou ce qu'on veut faire avec ça, c'est de l'apprentissage collaboratif avec les technologies. Donc, ce que je dis simplement en réponse, même si les profs de chez vous n'ont pas énormément d'expérience, on peut peut-être visiter des classes, rencontrer des profs, puis essayer de tracer le portrait des différentes choses possibles, puis regarder là-dedans qu'est-ce que vous, à l'ETS, vous pouvez faire. Puis c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très coûteux. Il y a Elisabeth qui est à Dawson, qui a une très bonne expérience. Il y a les gens de McGill. Il y a les gens de notre projet qui seront heureux de vous rencontrer. Mais là, en fait, je vous livre un petit peu les résultats de notre projet, mais il y a toutes sortes d'expériences sur lesquelles vous pouvez miser pour essayer de prévoir qu'est-ce que ça pourrait faire. C'est un problème hyper classique en design, ça, d'établir les requis. Et puis, il y a plusieurs techniques pour y arriver. Puis, une des techniques que l'on pourrait, j'enseigne le design en plus, une des techniques pour y arriver, c'est le jeu de rôle. C'est que les profs, on joue le rôle des étudiants, on se donne une situation, on crée une situation, puis on joue le rôle, puis on regarde qu'est-ce qu'on aurait de besoin en tant qu'étudiant. Et en tant que prof, donc on joue différents rôles et tout ça. C'est une autre façon de procéder. Merci. Oui. Pour intervenir, pour répondre à Sylvie, est-ce que vous avez fait un Learning Lab, finalement? Un Learning Lab, c'est-à-dire un endroit où on va tester des nouvelles approches, pas des approches qui répondent à des besoins qui sont anciens, finalement, mais des nouvelles façons de faire, pour, par exemple, la pédagogie augmentée, les casques de virtualisation, comme on avait dit tout à l'heure, pour aller plus loin, pour aller vers le futur. Est-ce que vous avez démarré un Learning Lab dans votre université? Nous n'avons pas fait ça. Ça serait certainement une idée intéressante de le faire. Je vous dirais que je ne vous ai pas exposé l'ensemble de l'objet sur lequel la recherche porte, mais on a un dispositif méthodologique relativement lourd. On a
différents types de questionnaires. On a de l'observation vidéo qui se fait en classe. On a de l'observation de travail d'équipe. Donc, on demande aux professeurs aussi de remplir des scénarios pédagogiques. On analyse les scénarios pédagogiques avec un questionnaire spécialisé, mais aussi on analyse le scénario en l'observant avec une caméra qui est fixée sur le prof, 2 caméras qui sont fixées sur 2 équipes d'étudiants. On rencontre les étudiants en entrevue de groupe après la séance de travail. Donc, on a plusieurs manières de regarder les choses. Assez simplement, votre idée, elle est très intéressante, mais nous, on en a déjà assez plein les bras avec ce qu'on a promis de faire au niveau recherche. Donc, on est assez occupé à le faire, à rassembler les résultats, à les interpréter. Donc, ce n'est pas pour invalider votre suggestion, c'est une suggestion qui serait tout à fait intéressante, qui n'était pas dans la perspective de recherche que nous, on a mis de l'avant. Faire un Learning Lab avec ça, très intéressant. Tout à fait. Est-ce que je peux poser une dernière question? Alors, vous avez tous les droits. Je vais vous poser une question en tant qu'administrateur. Donc, ici, on discute parmi mes collègues administrateurs ici, l'ETS. On va se préoccuper. L'école est pleine. Et on a un nouveau pavillon et c'est plein. Et bon, l'école est pleine. Alors, même avec notre nouveau pavillon. Alors, est-ce que ces locaux-là, en termes de lorsqu'on est en manque d'espace ou on est en pénurie d'espace, est-ce que comment cela a été perçu par d'autres établissements, si tel est le cas, et comment? Bien, écoutez, est-ce que c'est mieux ou pire? Ça appelle, je vais donner une réponse indirecte, c'est-à-dire que ce type d'aménagement-là appelle un type de pédagogie différente et qui a un lien entre le type d'aménagement, entre le fait que l'aménagement favorise un certain type d'approche pédagogique. Je pense que c'est une évidence. On n'a pas beaucoup de choses dans la littérature, ça tombe sous le sens. Ce que ça veut dire, dans la recherche, même dans la recherche qui a été menée par Elisabeth à Dawson, ce qu'on a trouvé, c'est que l'enseignement traditionnel dans ces contextes-là, ça fonctionne moins bien, en fait. Donc, ça appelle les gens. Donc, c'est clair que pour que ça marche bien, donc l'enseignement qui est avec des formules différentes, plus actives, oui, fonctionne mieux que l'enseignement avec ces formules-là. Donc, quand on a une cohérence entre l'aménagement et la formule, donc c'est ça qui est important. Donc, je vais vous répondre plutôt de dire comment on peut utiliser efficacement ce type d'aménagement-là dans un contexte qui est comme le vôtre. Ça appelle pour moi presque nécessairement justement des approches de pédagogie inversée où on va faire la théorie, on va trouver un moyen de donner la théorie ailleurs que dans la classe par la production de vidéos. Puis à ce moment-là, je vais vous envoyer assister à la partie de Samuel. Puis en fait, Samuel, finalement, au début, faisait de la pédagogie inversée et maintenant fait de la pédagogie inversée dans un contexte de classe d'apprentissage actif qui est beaucoup plus facile. Donc, je pense que quand on le fait dans ce contexte-là, effectivement, là, on n'a pas nécessairement d'impact pour les locaux, puis on est capable d'être plus efficient. Parce que les aspects, finalement, les aspects théoriques, les connaissances théoriques, les connaissances déclaratives, même les connaissances procédurales, jusqu'à un certain point, on pense que c'est ça qui est le plus précieux, mais finalement, ce n'est pas ça qui est le plus difficile, c'est l'application. À l'ETS, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Vous êtes très, très focalisé justement sur la résolution de problèmes complexes. Donc, les éléments de présentation théorique, les outsourcer dans des présentations multimédia à l'extérieur, c'est assez facile de faire ça. Donc, ça serait ma réponse sur comment on peut le faire en étant efficient. Je pense, là, je regarde Éric qui nous cale quand est-ce que c'est fini. Bien, je pense que non, encore quelques minutes. Là, on n'est pas... Il n'y a pas d'urgence. Si les gens ont des commentaires, des questions, moi, je ne sais pas, je ne vais pas mettre quelqu'un sur le spot, mais Frédéric est un de nos pionniers des classes d'apprentissage actif. Je ne sais pas si tu as des commentaires à faire, toi, sur ce que tu aimerais ou sur ce que... Ouais. Oui, c'est ce que j'aimerais. Je ne veux pas te forcer. Oui. Ben, moi, je l'utilise avec le minimum d'équipement. Donc, j'ai été assez comme privé d'équipement depuis 20 ans. Et au début, j'ai donc réorganisé des fois les salles de cours, okay? Puis je me faisais chicaner parce que je déplaçais les bureaux dans les salles de cours. Donc j'apprécierais que ça soit le contraire, que effectivement les salles de cours soient toutes pour l'apprentissage actif, et donc que ce soit les gens qui font l'apprentissage traditionnel qui aient à déplacer les bureaux, à s'adapter. Moi, je vais me permettre un petit commentaire. Écoutez, on avait, dans notre recherche, on avait une grande diversité de professeurs et effectivement, par exemple, dans 2 des collèges, il y avait déjà des classes d'apprentissage actif modestes qui étaient là depuis quelques années. Et on a aussi un autre cas où on avait un professeur qui était très expérimenté avec les pédagogies actives, mais qui n'avait pas d'expérience en classe d'apprentissage actif. Donc, dans notre projet, nous aussi, on a eu une mixité. Et du point de vue des indicateurs,
Les professeurs qui étaient expérimentés dans les classes d'apprentissage actif ou avec les pédagogies actives, les 3 professeurs les plus expérimentés se distinguaient des autres nettement par rapport aux effets qu'ils obtenaient chez les étudiants en termes de motivation, en termes d'engagement. Donc, ça a été un peu une surprise pour nous. En même temps, le fait d'avoir dans un groupe comme le vôtre des professeurs qui ont beaucoup d'expérience, et là, je pense à Rosemont, comment ils font, ça prend du temps pour les professeurs qui sont nouveaux dans ces environnements-là pour s'habituer à l'environnement puis y fonctionner de manière efficace. Donc, d'avoir l'expertise de quelqu'un qui connaît la business, qui connaît la game comme vous, je pense que dans un établissement comme le vôtre, c'est très précieux. Nous, ça a été précieux dans notre projet, puis il y a vraiment une forme de mentorat qui se fait à certains endroits. Au collège Huntsic, quand il y a des nouveaux profs qui veulent, puis même au collège Huntsic, un prof qui veut y aller une fois, ils ne permettent pas. Ils disent, bien, pour y aller une fois, tu ne vas pas y aller une fois. Une fois, ça va être un échec. Si tu veux y aller 3-4 fois, c'est bien. Pas juste une, 3-4 peut-être. Puis avant d'y aller, bien là, premièrement, on va t'amener à observer un prof d'expérience qui le fait, regarder comment il le fait. On va faire un débriefing, regarder. On va te permettre de te préparer parce qu'on ne veut pas que ça soit un échec, ton passage dans la classe d'apprentissage actif. Donc, pour le prof, ça a l'air anodin, mais on n'est pas dans les mêmes repères. Le fait d'être au centre plutôt qu'en avant, en fait, ça change toutes sortes de choses, toutes sortes de repères, puis probablement que vous avez développé une expertise que vous pourriez partager avec vos collègues de manière très bénéfique. Merci de votre présentation. Françoise Marchand, je suis professeure au département de génie mécanique. Je me demandais, parce que Pierre disait qu'on est en manque d'espace, mais on n'est pas juste en manque d'espace, on est en manque de temps aussi, parce que je pense qu'il y a des exigences pour le manque d'espace pour septembre. Donc, c'est quoi les délais de vos projets dont vous parlez quand vous commencez la phase 1 pour la préconception, tout ça, jusqu'à dire qu'il y a des étudiants, il y a des professeurs dans les salles? Ça peut être très variable. Au Collège Huntsic, ça a été question de plusieurs mois. Une démarche est établie pour plusieurs mois. Moi, à l'Université de Montréal, pour établir le projet, j'ai commencé à... j'ai eu l'adjointe administrative m'a dit, bien là, on voudrait peut-être quelque chose. En fait, on a eu un délai de 5 jours pour dire qu'on produit quelque chose. Alors, ce qu'on a fait, un premier 5 jours, puis après une semaine. En fait, disons 2 semaines, pour être généreux. Donc, dans les premiers 5 jours, on a mis, premièrement, on a invité des profs aussi de l'autre faculté qui partagent le laboratoire, faculté des affaires sociales. On a discuté du projet. Moi, j'ai mis de l'avant l'idée. J'ai montré quelques vidéos d'aménagement. Ça ressemble à quoi? J'ai montré les extraits vidéo. Là, les profs de psycho qui étaient là, la mâchoire leur a décroché, puis là ils disaient, bien, moi j'en veux, moi j'en veux. Alors, une fois qu'on a créé ça, après, on s'est dit, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait pour établir une proposition? Alors, ce qu'on a fait, le document que je vous ai montré, c'est un extrait. On a fait très rapidement un mini cahier de charge en essayant de regarder. Moi, j'ai essayé d'identifier. Donc, moi et 3 autres personnes, on a travaillé sur dire quelles sont les fonctions les plus importantes en développant des options. L'option A, qui est une option un peu plus dispendieuse, l'option B, qui est une option plus réaliste. Puis on pourrait, là, on en a mis juste 2, il pourrait en avoir 3, mais donc on a développé ça pour envoyer ça en projet pour un aménagement qui pourrait possiblement, selon les décisions budgétaires, être fait à l'automne. Donc, ça peut aller rapidement si on sait, tout dépend de dans quelle mesure on sait clairement ce qu'on veut. Disons que dans cette situation-là, moi, je me sentais assez au clair sur quelles étaient les fonctions que je trouvais essentielles dans la classe. Puis en même temps, c'est intéressant, l'approche de créativité, l'idée de se dire, non, ça ne prend peut-être pas des TBI à 5 non, c'est pas vrai, ça ne prend pas un TBI à 5 000 $ par poste de travail, c'est pas vrai. Mais la créativité liée de dire comment on peut trouver des solutions efficaces pour faire les fonctions. Puis l'exemple que je vous ai... En fait, l'exemple qu'on voyait dans la vidéo de Samuel, les couleurs sur les tables, ce n'est pas une solution dispendieuse. Avoir des couleurs, des tables, un mobilier qui est de couleurs, puis visuellement, ça aide beaucoup les profs. C'est simple, c'est pas de la très haute technologie, c'est de la peinture, mais... Donc, en prenant... Il faut quand même prendre le temps. Donc, alors, peut-être faire un petit groupe autour des fonctions avec aussi des gens de différentes perspectives, des gens qui ont une perspective de design, une perspective d'architecture. Donc, je dirais que la créativité autour de ça... Si on parle de fonctions clairement établies, en fait, la difficulté là-dedans, c'est d'arriver à l'identification des fonctions essentielles. Vous pouvez assez facilement miser sur l'expérience des gens autour de vous pour regarder quelles sont les fonctions que vous considérez essentielles. Puis à partir de là, bien, c'est un peu de la créativité, mais ça peut aller rapidement. OK. Merci. On va finir une dernière intervention d'Élisabeth. Après ça, je vais vous donner... Oui. Merci. Oui, j'ai une question qui est peut-être à la fois naïve et utopique, surtout en pensant à la solution minimaliste. Pourquoi on ne fait pas des classes hybrides, c'est-à-dire comme les autos, ou comme un décor de théâtre, les tables sont sur roulette, à un moment donné on fait des îlots, après on ne fait plus d'îlots, surtout les TS où on manque de place. Je pose la question.
Ça me semble assez proche de... Peut-être que je vais laisser des gens de l'ETS répondre à ça. Ça me semble assez proche d'un concept qu'Éric expliquait, puis même de celui qui était à la bibliothèque. Oui, bien, c'est ça, c'est vers ça qu'on s'en va. Puis je vais répondre justement à cette fonction-là. Les gens qui sont ici aujourd'hui, pardon, ça c'est l'autre micro qui est tombé. Les gens qui sont ici aujourd'hui, qui s'intéressent, je vous invite à me contacter. Tiens, Éric Francoeur, vous allez me trouver dans le bottin de l'école, puis même le Frédéric, puis Françoise, tout ça, parce que actuellement, comme je vous le disais, il y a une ébauche d'intervention top-down actuellement là, à ce niveau-là. Puis c'est sûr que si on se lève pas la main, puis si on se, comment je vous dirais, si on se manifeste pas, ben garde, c'est pas de la mauvaise volonté, là, c'est juste la façon dont les choses fonctionnent. Donc, je vous encourage à me contacter, puis ça va être intéressant de créer un dialogue. Puis je pense qu'on sent... À l'ETS, actuellement, malheureusement, peu importe, dans les contraintes qu'on a, on s'en va vers quelque chose qui va être multifonction, là. Et on compte, en fait, puis je pense que c'est une approche... un terme que les Québécois n'aiment pas, une approche étapiste, je pense, qu'on va mettre en place. Là, je sais, on va voir. Là. Mais si j'ai bien compris, pour un prof, d'utiliser une classe d'apprentissage actif, pour qu'il y ait du succès, c'est comme le parachutisme. Il ne faut pas qu'il rate son coup la première fois. Si on le prépare mieux, on assure une meilleure suite. Okay. Disons que c'est moins dangereux que le parachutisme quand même. Oui, quand même. Oui, s'il ne se prépare pas et qu'on l'envoie sans préparation, y aller, puis une classe... Est-ce que je crois personnellement au concept des classes hybrides? Je dirais oui, dans la mesure où on change un petit peu le fardeau de l'aménagement. C'est-à-dire que le fardeau de l'aménagement est toujours sur ceux qui veulent faire de l'apprentissage collaboratif. De penser qu'on a des classes hybrides qui peuvent être les deux, où on peut les disposer... En fait, j'avais conçu une classe comme ça, exactement comme ça, au Collège La Flèche en 1998. Et là, ils viennent d'en faire une classe d'apprentissage actif cette année. Ils m'ont invité pour l'inauguration. Mais oui, ça peut marcher, ça peut être intéressant.